Donc, enchanté, je suis heureux d'avoir été invité ici pour être capable de partager des réflexions sur un sujet qui est extrêmement important à mes yeux et aux vôtres aussi, je crois, qui est l'idée de se réapproprier la démocratie dans nos milieux de vie, dans nos quartiers, dans nos villes, pour être capable éventuellement de propulser la transformation de la société à différentes échelles. Le mouvement du municipalisme, qui est un mot qui est assez nouveau, qui est de plus en plus utilisé, on pourrait voir comme une forme de buzzword également. C'est en fait un mouvement effectif qui est en train de s'organiser dans différentes villes à travers le monde. C'est un mouvement qui a une très très longue histoire, qui remonte aux origines occidentales de la démocratie. La démocratie a existé aussi dans d'autres peuples ailleurs, qui remonte à la cité athénienne, en fait, qui définit la communauté politique comme étant le rassemblement des citoyens, et on doit dire aujourd'hui des citoyennes, qui doivent co-construire la cité ensemble. Je ne ferai pas ici l'histoire du mouvement municipaliste, des communes médiévales, la commune de Paris, de Vienne-la-Rouge jusqu'à aujourd'hui. Je vais plutôt me concentrer en fait sur la vague, on pourrait dire, de néo-municipalisme qui est en train d'éclater dans différentes villes du monde depuis environ 5 ans, on pourrait dire. Ça a commencé un peu avant, dans le sillage, en fait, suite à la crise financière de 2007 et de 2008, les mouvements de contestation, les printemps arabes. Du côté du Québec, on a vécu le mouvement étudiant, on appelait ça le printemps érable. Il y a eu ici Nuit debout, le mouvement Occupy, le mouvement des places, et on a vu cette effervescence, en fait, et on le voit à l'heure actuelle en France avec les Gilets jaunes, qui est une mobilisation inusitée, insolite, que j'ai suivie vraiment de loin, parce que j'étais de l'autre côté de l'océan, et qui se réclame à l'heure actuelle, dans certains courants, dans certaines communes et villes, non seulement dans les grands centres urbains, mais vraiment dans des communes de différentes tailles, du courant du municipalisme. Donc, je vais essayer, d'une part, de définir quels sont les grands principes de ce mouvement, à mes yeux, et vous avez peut-être, si vous avez aussi vos propres analyses, réflexions, peut-être des conceptions différentes, je vais essayer de faire de l'ordre un peu dans ça, montrer brièvement la cartographie des formes de ce mouvement aussi, qui prend des visages différents si on est du côté nord-américain, si on est en Europe, si on est du côté du mouvement de libération kurde, pour essayer ensuite de passer brièvement sur quelques pistes d'action qu'on peut mener au niveau de la ville. Je ne ferai pas de programme entier, vous avez en quelque sorte à le construire, à le co-construire ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à Paris pour essayer de concrétiser le droit à la ville, pour essayer ensuite, si j'ai le temps, de finir avec les problèmes, les défis, les contraintes, les impasses que vivent actuellement des villes et des mairies du changement. Donc, c'est pas très facile, une fois au pouvoir aussi, de effectivement être capable de concrétiser son projet de transformation de la société. Puis après ça, laisser la parole à d'autres et on va pouvoir échanger entre nous. Donc, d'une part, le municipalisme, comment est-ce qu'on le décrit? Pour moi, c'est un projet de transformation de la société qui prend comme point de départ l'idée que la commune ou l'échelon municipal, étant en fait l'échelon de gouvernement le plus près des citoyens, pourrait être le tremplin d'une transformation démocratique de la société, non seulement au niveau du conseil de ville, mais aussi au niveau économique, au niveau social et culturel. Donc, c'est un projet de transformation de la société qui peut s'inspirer de différents courants, entre autres de la gauche. On peut penser à des formes de socialisme municipal, des courants de la décroissance, d'écologie, des courants d'écoféminisme, différentes tendances, parfois plus anarchistes aussi. Donc, beaucoup de mouvements libertaires à l'heure actuelle aussi se réclament de ce mouvement, mais pas seulement, il y a différentes formes. Et il y a tout un spectre ici de couleurs de ce mouvement qui se concrétise en fonction des contextes. Donc, un des points forts de ce mouvement, c'est précisément parce que le pouvoir démocratique s'effectue au niveau des communautés de base, il va forcément y avoir une diversité de formes de municipalisme en fonction des contextes. Le municipalisme à Paris ne sera pas le même que le municipalisme dans une toute petite ville de l'autre côté, au sud de la France. Ce ne sera pas le même non plus qu'on va vivre du côté nord-américain. Les grands principes de ce mouvement sont, d'une part, la participation citoyenne directe aux affaires qui concernent nos vies. Donc, l'idée de démocratie directe et de démocratie participative sont au cœur de ce mouvement. Parfois, on va opposer d'un côté la vraie démocratie directe face à la fausse démocratie représentative.
Dans les faits, c'est plus complexe parce que les mouvements municipalistes tiennent compte de la complexité du monde dans lequel on vit et cherchent plutôt à déborder le cadre de la représentation qui accorde le monopole de la décision aux représentants élus pour dire qu'il faut partager le pouvoir. Donc, il faut être en quelque sorte capable d'élargir la démocratie représentative pour inclure des nouveaux mécanismes de participation qui ne sont pas uniquement de la consultation. Ça peut être, par exemple, la forme de le référendum d'initiative citoyenne, qui est une des formes. On peut penser à des budgets participatifs, parfois qui sont assez minimes, qui ne sont pas très transformateurs. Mais qu'est-ce qu'on fait si on fait un budget participatif où on gère 50% du budget d'une ville? Là, c'est énorme, c'est plusieurs centaines de millions de dollars, voire des milliards aussi, peut-être pour la ville de Paris. Je ne sais pas c'est quoi le budget annuel de la ville de Paris. De 8 milliards. On peut penser, bon, 4 milliards gérés par les citoyens, ça serait quand même bien. Maintenant, c'est 5%. Donc, c'est ça. Donc, actuellement, c'est 5%. Donc, on peut penser... d'investissement seulement. Budget d'investissement. Donc, l'idée phare de ce mouvement, c'est de démocratiser la démocratie, radicaliser la démocratie, qui n'est pas une chose pure qui existe en soi, c'est vraiment un processus. Et, je dirais, le cœur, le souffle, l'esprit du mouvement municipaliste, c'est vraiment l'idée de la réappropriation démocratique des institutions, d'approfondissement, de complexification de la démocratie. Donc ça, c'est la première idée. Deuxième idée qu'on peut retrouver aussi, c'est l'idée de la décentralisation des pouvoirs. Les municipalités, dans plusieurs villes à travers le monde, n'ont pas beaucoup de compétences, de ressources financières, comparativement, par exemple, à l'échelon régional et national qui concentrent la majorité du pouvoir. Le monopole de la violence légitime dans certains cas, quoique aussi il y a les flics au niveau municipal. Ça, c'est une question en soi, voir qu'est-ce qu'on fait des corps policiers, qu'est-ce qu'on fait de l'armée à d'autres échelles. Donc ça, je ne vais pas aborder la question ici. Donc la question de la décentralisation du pouvoir, le mouvement municipalisme, en fait, dit qu'il faut être capable de décentraliser la plupart des pouvoirs à l'échelon le plus petit qui serait capable d'être effectué par des assemblées de quartier, par des communautés de base, ou sinon, peut-être à l'échelon métropolitain, dans un principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'on doit décentraliser le pouvoir, on ne peut pas tout décentraliser. On ne pourrait pas, par exemple, créer 15 systèmes de justice dans la ville de Paris, différents des lois criminelles différentes, ça serait un peu absurde, mais on doit penser à quel type de pouvoir on peut décentraliser, ce qu'on est capable de faire. Et l'idée du municipalisme, c'est de créer une grande alliance des villes, des communes, qui doivent être capables de se réapproprier du pouvoir, des compétences, des responsabilités, mais aussi les ressources financières qui doivent leur être associées. Donc, cela implique, entre autres, la question de la réforme de la fiscalité municipale. Je ne sais pas exactement comment fonctionne le système de la fiscalité, les principales sources de financement des villes ici. Du côté nord-américain, il y a environ je dis nord-américain parce que tant au Québec, Canada qu'aux États-Unis, la grande majorité, environ 75 à 85% des revenus des villes viennent de la taxe foncière. Ce que ça implique, c'est une forme d'incitatif structurel. Les villes ont besoin de se développer davantage. Besoin de construire des tours, besoin d'amener des formes d'étalement urbain pour être capable de générer des revenus pour payer des services publics par la suite. Ceci amène des contradictions et ça fait en sorte que les villes, à cause de leur mode de financement, sont en quelque sorte contraintes de poursuivre le processus de développement immobilier, de gentrification et ainsi de suite. Donc ça, c'est une des contraintes. Si on prend le pouvoir dans la ville, on va devoir négocier avec cette contrainte, mais ultimement, pour être capable de changer les choses, on va devoir changer les pouvoirs à plus grande échelle. Autre principe qu'on trouve évidemment dans ce mouvement, parce que le municipalisme, on pourrait envisager des formes de démocratie, de mouvements citoyens forts dans les communes de base, mais qui seraient des mouvements conservateurs, voire d'extrême droite, des mouvements qui veulent expulser les migrants, qui sont plus intolérants, xénophobes ou ainsi de suite. Ce qu'on peut voir dans le mouvement municipaliste à travers le monde, c'est un fort ancrage dans les idées de justice sociale, de lutte contre les inégalités, contre les discriminations, approche anti-oppressive, approche féministe, antiraciste, et ainsi de suite. En fait, un souci pour la défense des droits sociaux. Les droits sociaux, droit à l'éducation, droit au logement, droit à l'alimentation, droit à un environnement sain, droit des espèces vivantes non humaines aussi, droits animaux. Donc, vraiment, il y a une forme d'extension des droits. Pensez la question de la justice à l'échelon de la ville. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment tendance à faire du point de vue de la gauche. Du moins, du côté du Québec, souvent, on envisage le rôle de la République, de l'État central comme étant le garant des services publics, le garant des programmes sociaux, de la sécurité sociale, et ainsi de suite.
ce qui est un peu le cas ou qui est de moins en moins le cas compte tenu des réformes néolibérales, on doit envisager comment on peut articuler la question de la justice sociale et des réformes concrètes, des réformes radicales, voire des transformations beaucoup plus fortes pour être capable de concrétiser la justice sociale dans nos milieux, dans les villes. C'est un des pôles de réflexion, d'action de ce mouvement. Ultimement aussi, il y a la question de la transition écologique qui se pose. À l'heure de l'urgence climatique, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait pour organiser la résilience des villes? Donc, ça pose la question des systèmes alimentaires, des circuits courts. Ça pose la question de la relocalisation de notre économie. Ça pose la question des transports, de la transition énergétique, le verdissement, entre autres. Et aussi, il faut penser l'articulation des luttes. Parce que ce qu'on peut voir dans différentes villes, à l'heure actuelle, je crois que c'est le cas ici à Paris, comme à New York, du côté de Montréal, il y a des formes de mairies progressistes qui contribuent à l'amélioration des milieux de vie, verdir des quartiers, mais ça contribue aussi à une forme d'éco-gentrification. Donc, en voulant embellir, revitaliser, rendre plus agréable nos milieux de vie, ce qui est bien, si on n'a pas d'autres formes de compensation des effets au niveau de la pression sur le prix des loyers, si on n'a pas pensé à des formes de règles, de changements, de réformes qu'on peut mener pour rendre la ville habitable pour tous et pour toutes, ça va faire en sorte que si on essaie d'améliorer la transition écologique et qu'on ne prend pas en question la justice sociale, on va expulser des populations des villes aussi. Donc, il y a vraiment des formes de tension qu'on doit être capable de prendre en compte, d'anticiper et trouver des stratégies pour être capable, évidemment, de favoriser la transition écologique, mais aussi de lutter pour la justice. Donc ça, c'est des choses que je voulais amener. Dans les grands courants, je ne pourrais pas faire un exposé complet. Le mouvement municipaliste, le mot municipalisme a été inventé par le philosophe américain Murray Bookchin, qui est un philosophe écologiste anarchiste, qui a une vision, en fait, qui dit on doit être capable de penser le dépassement du système capitaliste et de la gestion centralisée du pouvoir dans les mains d'un État bureaucratique centralisé par quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on propose comme contre-institution pour être capable de s'organiser? Ce qui va dire, en fait, c'est qu'il faut proposer une confédération de municipalités libres. On pourrait penser peut-être au cas suisse, que certaines institutions peuvent ressembler à ça, quoique il ne suffit pas d'imiter la Suisse. La Suisse n'est pas un État ou une vraie confédération communaliste, municipaliste, comme on l'entend, mais il y a quand même des bases de démocratie qui ressemblent un peu à cet idéal. La philosophie de Bookchin, jusqu'à l'heure actuelle, c'est pas vraiment concrétisé à grande échelle, sauf dans une autre région du monde, qui est en fait dans certaines régions de la Turquie, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, où le mouvement de libération kurde s'est en quelque sorte emparé en fait de cette vision du municipalisme pour essayer de concrétiser un projet de confédéralisme démocratique. Donc, je ne pourrais pas m'étendre longtemps sur le mouvement kurde, mais à l'heure actuelle, il y a une grande expérience d'autogestion dans des villages qui sont confédérés dans la région du Rojava, la région autonome, où il y a une révolution au sens fort du terme, à la fois écologiste, féministe, multiculturelle, qui tente de se réapproprier le pouvoir, de développer une économie coopérative dans un contexte de guerre, qui peut peut-être évoquer à certains titres la guerre civile d'Espagne lorsqu'il y avait une révolution sociale d'autogestion. Il y a quelque chose, un contexte d'ébullition sociale, mais extrêmement difficile, avec ses propres contradictions, des conflits armés. Donc ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'on peut, traduire le contexte kurde ici? Je ne crois pas tout à fait. Il y a d'autres exemples qui sont plus proches de nous, dont les mairies du changement du côté de l'Espagne, qui a été en quelque sorte quelque chose qui s'est produit, que je parle un peu dans mon livre « À nous la ville », lors des élections municipales de 2015. Dans les plus grandes villes d'Espagne, les mouvements citoyens, des listes citoyennes se sont emparés des villes et ils ont été capables d'avoir des grandes victoires dans à peu près toutes les villes, les grandes villes d'Espagne, alors que le gouvernement conservateur, à l'échelon national, concentrait les pouvoirs. Ces mairies, il y a eu des élections récemment, plusieurs sont tombées, d'autres sont encore là. La ville de Barcelone, Ada Colau, qui est un peu la fer de lance de ce mouvement, extrêmement inspirante, avec ses contradictions aussi. Il y a différentes épreuves qui ont été menées au pouvoir, mais c'est quand même une des expériences du municipalisme réellement existant, comme je l'aime l'appeler. Je traduis une expression du socialisme réellement existant, qui est celui qui n'est pas des livres, qui n'est pas de notre imagination, mais vraiment de comment concrètement on peut changer les choses une fois au pouvoir dans les villes. Pour donner quelques éléments sur ça, je crois que ce qui est en train d'arriver ici avec Décidons par nous-mêmes, c'est en quelque sorte une source d'inspiration, indirecte ou directe, je ne sais pas, de cette
forme-là, dire que ce ne sont pas nécessairement des partis politiques qui vont négocier ensemble pour prendre des mairies. On veut faire des listes citoyennes larges, incluant des mouvements sociaux, différentes associations, une stratégie de confluence, donc d'essayer d'élargir la lutte. Et ça se fait dans différentes villes en France à l'heure actuelle en vue des prochaines élections. L'idée aussi de sélectionner les candidatures, pas uniquement par des sélections de couloirs, que ce soit par du tirage au sort, que ce soit par des primaires ouvertes, que ce soit par des élections sans candidat. Il y a plusieurs façons, en fait, de démocratiquement trouver des gens et de pluraliser les listes pour avoir plus de femmes, plus de personnes issues des minorités, et capable d'avoir des gens des classes ouvrières populaires qui s'expriment et qui seraient capables de se faire élire. Donc, il y a cette idée-là de mobilisation. Et je crois qu'un des éléments qui doit être fait ici, qui est déjà que je sens un peu cette ébullition, c'est vraiment l'idée de l'imagination au pouvoir, de la créativité, que ce soit dans les méthodes d'organisation, dans les différentes actions directes, dans les assemblées de quartier, que ce soit dans les couleurs aussi des différentes affiches électorales, être capable de sortir du carcan de la politique partisane ennuyante, c'est une des bases de ce mouvement du point de vue électoral. Ensuite, une fois rendu au pouvoir, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée des communs urbains, donc on l'a ici évoqué, je voulais juste amener un point sur ça. Les communs sont, à mes yeux, la principale alternative à la propriété privée à l'heure actuelle. On va souvent opposer d'un côté la propriété privée, l'entreprise privée, le marché, et de l'autre, la propriété publique et étatique. En fait, il y a l'idée des communs qui est une forme de primat du droit d'usage sur la propriété. Il faut instituer quelque chose qui est inappropriable, qui est co-géré par l'ensemble des personnes qui vont décider ensemble des règles de gestion de ressources partagées. Ça peut être au niveau des communs numériques, ça peut être au niveau des espaces publics, des bâtiments abandonnés, ça peut être au niveau des coopératives d'habitation. Les communs, on peut les trouver à différentes formes. Les communs, on n'a pas besoin de prendre le pouvoir pour les créer. C'est à vous et c'est différents collectifs qui peuvent les créer dès maintenant ou qui peuvent les protéger contre des tentatives de privatisation. Mais ce qui peut aider d'avoir une mairie sensible aux communs, c'est de créer un cadre institutionnel, législatif qui va protéger ces communs. Une charte des communs urbains, comme dans différentes villes, à Naples, à Bologne, entre autres, ils ont établi une charte des communs urbains pour protéger, pour instituer, pour faire de la place à ce genre d'initiative. On voit aussi de plus en plus se multiplier ce qu'on appelle non pas des PPP, comme des privatisations, comme on voit à l'heure actuelle, des PPC, partenariats publics communs. Du côté de Barcelone, il y a l'exemple d'un grand complexe industriel qui s'appelle Can Batlló, qui est de propriété publique, qui était initialement prévu pour être converti en logement privé, qui a été réapproprié par une communauté d'habitants. Et là, actuellement, c'est co-géré par 17 associations et coopératives. Ça demeure de propriété publique, mais il y a une forme de régulation, je n'ai pas les détails ici, qui permet de protéger à long terme, sur une durée de 30 ans, la gestion publique, coopérative, communautaire du lieu. Donc, ce n'est pas la ville qui gère ça. La ville met à disposition des biens, mais c'est les citoyens d'habitants qui gèrent les biens en question. Donc, l'idée ici d'une mairie au pouvoir qui mettrait les communs de l'avant, c'est comment on peut envisager la communalisation des services publics. Comment passer d'un service public géré bureaucratiquement en forme de service co-géré par des groupes de citoyens, d'habitants, de personnes concernées. Donc, on peut envisager de faire passer certaines choses de la propriété privée vers la propriété communale et des biens publics vers la propriété communale également. Autre élément que je voulais amener, qui est lié à ça, un des discours qu'on voit, et j'ai cru un peu l'entendre dans les conversations, c'est l'idée de la remunicipalisation de certains biens. Donc, ça, c'est l'idée de refaire passer des choses qui ont été privatisées et qui étaient autrefois publiques, que ce soit l'eau, que ce soit des questions d'énergie. On peut penser au système de bicyclettes, Vélib. Je ne sais pas s'ils sont privés ici ou quelque chose. Donc, ça serait de municipaliser les Vélib. Ah oui, cool, parfait. Donc, c'est bien. Mais bon, on a municipaliser le Vélib. Aux États-Unis, on voit même apparaître, en fait, il y a plein d'entreprises municipales pour des compagnies de développement immobilier solidaire, des compagnies de télécommunications. Et la ville de Barcelone, par exemple, a créé une société énergétique municipale pour les énergies renouvelables. Donc, actuellement, par exemple, la ville de Grenoble, étant donné qu'elle a remunicipalisé son eau, son énergie aussi,
elle va faire sa transition énergétique hors du nucléaire en 2022. Donc, on peut penser à ces formes-là d'énergie alternative. Pas besoin d'attendre ce qui se passe à d'autres niveaux de gouvernement pour être capable de faire des choses. Donc ici, je suis en train de mettre différentes choses, mais l'idée, c'est de trouver comment on peut articuler des biens communs qui viennent de la société civile avec l'appui des institutions qui peuvent les soutenir, les protéger contre la privatisation, au lieu de les nuire, de les privatiser, de les marchandiser et de les détruire par la suite. Donc, c'est des idées que je voulais amener ici, mais il y a beaucoup de choses que les villes peuvent faire pour essayer de changer les choses. Au niveau des contraintes, et là, je ne sais pas combien de temps il me reste, ça fait un peu trop longtemps que je parle, je crois. Je vais finir peut-être avec les défis. Le principal défi, comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est les compétences limitées des municipalités. Donc, au niveau, par exemple, du cadre européen que je ne connais pas suffisamment bien, au niveau de certaines contraintes budgétaires imposées par l'État français, au niveau de la distribution des ressources, c'est difficile aussi de gérer une ville avec un budget limité. Et on doit être capable d'anticiper qu'est-ce qui se passe s'il y a un contexte d'austérité et que là, des élus sont obligés d'appliquer des mesures d'austérité. Et du côté de Grenoble, ça a été un peu le cas, ça a été difficile. Et ça amène aussi des tensions avec les mouvements de la base. Une fois, par exemple, qu'on lance un mouvement de citoyens, de mouvements associatifs qui se lance dans la ville et que, heureusement, les gens se font élire, parfois, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a plusieurs têtes militantes, des leaders de mouvements qui se ramassent dans l'institution municipale, mais le mouvement associatif devient un peu plus faible. Donc, il faut être capable de penser à la relève. Qu'est-ce qu'on fait de cette tension entre les mouvements sociaux, une fois au pouvoir, et la pression constante qu'on doit continuer d'avoir sur les représentants élus, même s'ils sont de notre côté et qui partagent la même vision. Donc ça, c'est un des défis, d'après moi. Ce n'est pas une forme d'argument pour dire c'est justement une preuve que le pouvoir corrompt, qu'il ne faut pas aller aux élections piège à con. C'est plutôt le contraire. Il faut justement voir comment on va négocier cette tension, être capable d'anticiper et de trouver des trucs pour éviter ces pièges. Autre élément qu'on doit envisager aussi, qui est beaucoup présent du côté nord-américain, j'ai été il y a 2 semaines à une rencontre panaméricaine qui réunissait 150 militants et militantes de plus de 50 villes, de 30 États américains, canadiens et mexicains qui se sont réunis dans la ville de Détroit, que vous connaissez sans doute, la ville de Détroit qui a fait banqueroute, qui est un peu le symbole de l'industrie automobile américaine, qui a fait banqueroute, qui est actuellement dans une zone... j'ai eu la chance de la voir de mes yeux. Je vous suggère, si vous avez un vol à faire transatlantique, allez voir la ville de Détroit. Il y a beaucoup de choses qui se passent en termes d'agriculture urbaine, d'initiatives locales, communautaires. Et dans ce rassemblement, en fait, il y avait des gens de groupes communautaires, associatifs, droits pour le logement, des socialistes, des marxistes, des libertaires, des écolos, des mouvements de défense d'habitants, mouvements de droit au logement, se sont mis ensemble pour dire on veut créer une confédération nord-américaine municipaliste. Donc, la confédération qui s'appelle Symbiosis, qui est encore en train de se donner sa structure de fonctionnement, c'est quelque chose qu'on doit envisager. Et du côté européen, entre autres, il y a des initiatives qui se font à l'heure actuelle. Donc, ça serait important, je crois. En France, il y a une initiative qui va avoir lieu au mois de novembre, je pense le 13-14 novembre. En fait, c'est l'appel de Commercy, des Gilets jaunes, qui veut créer la commune des communes et de créer un rassemblement national des listes citoyennes qui se développent à l'heure actuelle et des communes libres pour essayer de se préparer pour les prochaines élections municipales et au-delà aussi. Et d'après moi, ce qu'il faut essayer de faire, même si parfois de certaines tentatives ils viennent plus de la base, d'autres avec un mix de partis politiques existants, d'autres qui sont plus réformistes, d'autres plus révolutionnaires, il y a différentes couleurs. Dans le contexte d'urgence dans lequel on est, c'est pas le moment d'être refermé sur nous, dogmatique, sectaire, dire que nous on fonctionne comme ça, eux fonctionnent comme ça. On doit être capable de discuter entre nous, de créer justement des synergies, de dépasser certains clivages qu'on voit au sein de la gauche pour être capable d'envisager une confédération beaucoup plus large. Donc je crois qu'à l'échelle de la France, ce serait bien, au moins c'est un vœu que j'espère de voir peut-être émerger dans les premiers mois, dans les prochains mois, une forme de confédération nationale de mouvements municipalistes. Et au-delà de ça, non seulement en France, mais avec ce qui se passe du côté de l'Espagne, avec ce qui se passe du côté belge, du côté aussi de l'Europe de l'Est, il y a beaucoup d'initiatives à l'heure actuelle. Et j'ai eu la chance de participer, peut-être que vous connaissez les sommets Fearless Cities, qui sont des événements qui ont lieu à partir de 2017 et en 2018, qui sont ces mouvements qui cherchent à transnationaliser le mouvement du municipalisme. Donc ça, c'est une des choses que je voulais amener ici, c'est de dire que c'est un mouvement internationaliste. Et s'il y a peut-être une internationale qui est en train de naître à l'heure actuelle, ça vient des villes.
dans notre contexte. Et je crois qu'il faut penser cette question d'un internationalisme parce que le municipalisme, c'est non seulement d'agir dans nos villes, il y a ça, agir à la base, mais si on est seul dans notre ville, qu'on est isolé, on ne sera pas capable de faire beaucoup de choses. On doit être capable de créer des liens de solidarité différentes villes d'une même région à l'échelle de la nation, à l'échelle transnationale également. Et pour conclure, le dernier point que je voulais amener, un point que j'ai pas beaucoup évoqué, développé dans mon livre « À nous la ville », qui se concentrait sur la démocratisation du pouvoir dans le lien entre les citoyens et les représentants élus. Il faut prendre en considération un autre élément dans la transformation de la ville qui est l'administration publique, les fonctionnaires, les agents territoriaux qui travaillent dans l'appareil, qui peuvent être parfois des freins au changement, parfois des personnes alliées aussi qui nous permettent de faire des choses. Et il y a cette dynamique-là qu'il faut voir ça en triade, non seulement les citoyens qui vont être autonomes contre les méchants représentants élus ou contre nos alliés élus, il faut avoir cette idée qu'il faut aussi prendre en considération qu'est-ce qu'on fait des gens dans la fonction publique. Comment on va réorganiser la fonction publique pour la rendre plus dynamique, plus démocratique, horizontale. Et actuellement, par exemple, j'ai eu la chance de discuter avec des gens dans la ville de Grenoble qui tentent progressivement, tranquillement, c'est une grosse machine très lourde, à faire décloisonner les silos qui sont présents dans l'administration municipale. Donc, il y a une phrase de Marx, et je vais peut-être conclure ma présentation sur ça. Il disait à propos du gouvernement, en fait, la question de l'État, la classe ouvrière ne peut pas se contenter de s'emparer de l'appareil d'État et de la faire fonctionner à son propre compte et doit être capable de la transformer, de l'abolir ou de voir comment on peut la transformer radicalement. Donc, il y a cette sensibilité, je dirais que le municipalisme, c'est pas juste on veut avoir une mairie plus progressiste, plus verte, plus à gauche, et on laisse le système inchangé. Comment est-ce qu'on fait pour transformer concrètement une administration municipale avec des employés, des gens qui travaillent, qui font de l'effort et qui travaillent bien, mais en même temps qu'on doit ouvrir pour envisager des formes de co-gestion avec des groupes de citoyens. Et un des exemples que j'ai trouvé extrêmement inspirant avec un conseiller municipal anarchiste du côté de Grenoble qui s'appelle Antoine Bach, lui, de son côté, il a expérimenté quelque chose pour augmenter la participation citoyenne qu'on ne trouve pas dans les budgets participatifs, c'est l'idée des chantiers ouverts. Il s'est dit, en fait, dans les budgets participatifs, c'est souvent des classes moyennes éduquées, des gens qui ont du temps libre, qui vont là, on voit souvent les mêmes visages, et les gens des quartiers populaires, on ne les voit pas, et on voudrait donner du pouvoir aux gens. Comment on fait? Il a créé une toute petite équipe, en fait, de la fonction publique, formée sous forme d'animation communautaire, et il a trouvé un élément dans le droit français qui s'appelle, j'ai oublié le nom, de droit de collaboration citoyen temporaire pour faire de la construction de différentes choses. Et là, pour faire une histoire courte, il y a des employés de la ville qui vont voir des groupes d'habitants qui leur donnent des outils, des matériaux pour construire des espaces publics, construire des infrastructures, des tables, des chaises, aménager des espaces publics. Et là, ça permet à différents habitants des quartiers populaires, des gens qu'on ne voit pas dans les instances habituellement, de participer à l'amélioration concrète de leur milieu de vie. Donc, c'est l'idée, en fait, de décloisonner l'administration municipale, de faire côtoyer ça pour voir comment est-ce qu'on peut co-construire nos espaces de vie, aller voir les gens dans les parcs, être capable de concrètement créer des squats, développer des espaces qui soient co-créés par les gens qui habitent dans ces espaces. Donc, je vais conclure avec ça ici. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais j'ai voulu vous donner un peu des idées pour inspirer des idées que vous pouvez peut-être faire ici, dans la ville. Merci beaucoup.